In 1957, une femme pesait 118 livres le jour de son mariage. Elle pesait 118 livres 30 ans plus tard. Elle n'a jamais compté une seule calorie et elle n'a jamais mis les pieds dans un gymnase. Elle suivait 25 règles qui gardaient chaque femme de l'Amérique du milieu du siècle mince sans même y penser. Ce n'était pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce que le monde dans lequel elle vivait rendait presque impossible le fait de grossir. L'assiette de 9 pouces. Son assiette plate mesurait 9 pouces de diamètre. L'assiette qui se trouve dans votre placard en ce moment mesure probablement 12 pouces. La vaisselle Fiesta, la mélamine Melmac ou Homer Laughlin du magasin à 10 sous, c'était la vaisselle américaine standard, de 9 pouces de diamètre. Dans les années 1980, les assiettes étaient passées à 10 pouces et demi. Aujourd'hui, elles mesurent 12 pouces, ce qui est près de 30% plus grand. Dans les années 1960, l'assiette moyenne contenait confortablement environ 800 calories. À 12 pouces, cette même assiette en contient 1900. L'université Cornell a découvert que passer d'une assiette de 12 pouces à une assiette de 10 pouces entraînait une consommation de nourriture réduite de 22%. Le cerveau perçoit la même portion comme étant plus grande sur une surface plus petite. Elle ne connaissait pas la science derrière cela, et elle n'en avait pas besoin. Elle n'avait pas besoin de discipline. Son assiette était la discipline. Le vaisselier était le régime alimentaire dont personne ne parle. Mais même avec une assiette plus petite, elle ne la remplissait pas 2 fois. Les règles concernant le moment et la fréquence de ses repas étaient encore plus strictes que l'assiette elle-même. 3 repas par jour, pas de grignotage. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, rien entre les deux. C'était la règle, et personne ne la remettait en question. Il n'y avait pas de rayon de collation au supermarché A&P en 1953. Pas de barre de céréales, pas de sachet de 100 calories. À un enfant qui disait avoir faim entre les repas, on disait d'attendre. La cuisine était fermée entre les heures des repas. La seule exception était un verre d'eau, ou peut-être une pomme du compotier sur le comptoir. Le grignotage en tant que concept culturel n'existait pas avant les années 1970 et 80. L'estomac apprenait à attendre. Le corps s'adaptait. Avoir faim entre les repas n'était pas une urgence. C'était juste un mardi ordinaire. Elle gardait son appétit sur un horaire fixe. Mais il y avait autre chose qui l'aidait à manger moins à chaque repas, et elle le portait sous sa robe, la gaine. Chaque femme en Amérique portait un sous-vêtement de maintien. Une gaine, un corselet, de l'élastique et des baleines de la cage thoracique jusqu'aux cuisses. C'était la première chose qu'elle mettait le matin. Playtex, Maidenform, Warner's, 2,95 $ chez Sears Roebuck. Le claquement de l'élastique contre la hanche. L'effort particulier de se pencher pour ramasser une fourchette tombée. Vous ne pouviez physiquement pas trop manger dans une gaine, car il n'y avait pas de place pour que l'estomac se dilate. Se resservir signifiait un véritable inconfort. Le vêtement agissait comme un régulateur physique de l'appétit. Aucune femme ne l'appelait un outil de régime, mais c'en était un. Elle ne le considérait pas comme une restriction. Elle considérait cela comme le fait de s'habiller. Et tout comme la gaine contrôlait la quantité qu'elle mangeait, l'horloge au mur contrôlait le moment où elle arrêtait définitivement de manger chaque soir. Le dîner à 17h30, cuisine fermée à 18h30. Le repas du soir avait une heure fixe, généralement 17h30 dans la plupart des foyers américains. Le père rentrait du travail, les enfants lavés, la table mise. Aucune exception. L'horloge Sunbeam sur le mur de la cuisine. Le bruit de la voiture se garant dans l'allée. Le bénédicité récité, 15 minutes pour manger. Les assiettes débarrassées à 18h. La cuisine nettoyée à 18h30. Il n'y avait pas de réchauffage à 21h, pas de fouille nocturne dans la glacière. La cuisine était un lieu avec des heures d'ouverture. Elle ouvrait, elle fermait, et le corps apprenait l'horaire. L'horloge au mur était le programme de jeûne intermittent le plus efficace jamais conçu. Personne ne lui a donné de nom, et personne n'en avait besoin. Et la boisson qui l'attendait lorsqu'elle descendait chaque matin était tout aussi légère que son emploi du temps. Le café noir du percolateur. Elle buvait son café noir ou avec un nuage de crème. Pas de sucre, pas d'arôme, rien de fouetté. Maxwell House, Folgers ou Sanka si c'était après le souper.
Le café coûtait 37 cents la livre en 1952. Le percolateur en pyrex sur le feu arrière. Le son de l'eau commençant à bouillonner. Une tasse en céramique, noire. Peut-être une cuillère à café de crème provenant de la bouteille en verre que le laitier avait laissée sur le porche. 0 calories. La boisson moderne des cafés contient en moyenne 450 calories. C'est un repas complet dans un gobelet en carton avec un couvercle en plastique. Elle buvait son café pour se réveiller. Elle ne buvait pas son café comme dessert. 5 règles plus tard, remarquez ce qu'elles ont toutes en commun. Aucune d'entre elles ne nécessitait de volonté. Aucune ne nécessitait de décision. L'assiette était petite. Les repas étaient fixes. La gaine était serrée. Le café était noir. La cuisine fermait à 18h30. Ce n'étaient pas des choix, c'était des conditions. Le monde dans lequel elle évoluait imposait la discipline automatiquement. Elle ne résistait pas à la tentation. La tentation n'avait pas encore été fabriquée à l'échelle industrielle. Et lorsqu'elle prenait quelque chose de sucré, même cela était plus petit que tout ce qui se trouve sur les étagères aujourd'hui. Le Coca-Cola de 6 et 12 onces. Une bouteille de Coca-Cola en 1955 faisait 6 onces et demie. Une friandise, pas une boisson, pas une habitude quotidienne. 500 dans la machine rouge de la pharmacie. La bouteille en verre aux formes arrondies, froide dans la main. Elle en buvait une après avoir fait les courses un samedi après-midi. Une seule. C'était la taille standard de 1886 jusqu'en 1959. Le gobelet de fontaine des supérettes modernes contient 44 onces. C'est près de 7 de ces bouteilles en une seule portion. La différence n'est pas la volonté, la différence est la taille du contenant. Elle n'avait pas besoin de dire non. Personne n'avait encore trouvé comment lui faire dire oui 7 fois de suite. Mais même lorsqu'elle buvait quelque chose de sucré, elle l'éliminait en marchant avant d'arriver chez elle, car elle n'avait pas d'autre moyen de s'y rendre. Elle marchait jusqu'au magasin. La plupart des familles possédaient une seule voiture. Le mari la conduisait pour aller au travail. La femme marchait 1 mile jusqu'au A&P et 1 mile pour le retour. 2 sacs en papier portés à la main. Pas de service au volant, pas de retrait en bord de trottoir, pas d'application de livraison. Elle marchait jusqu'au boucher et revenait avec un rôti de 3 livres dans un sac en papier marron. Elle marchait jusqu'à la pharmacie pour de l'aspirine. Elle accompagnait les enfants à l'école à pied, 3 à 5 miles par jour, tous les jours, sans jamais appeler cela de l'exercice. Elle ne possédait pas d'abonnement à une salle de sport. Elle possédait une paire de chaussures plates et un trottoir. Et lorsqu'elle rentrait de cette marche et s'asseyait pour le petit déjeuner, la toute première chose qu'elle prenait n'était pas une boîte de céréales. Le demi-pamplemousse avant le petit déjeuner. Un demi-pamplemousse à chaque petit déjeuner, saupoudré d'une pincée de sucre, mangé avec une cuillère dentelée. C'était la première entrée non officielle de la matinée américaine. Le pamplemousse Sunkist de Floride, 10 cents pièce. Le régime hollywoodien de 18 jours des années 1930 avait implanté l'idée, et elle n'est jamais repartie. L'acidité vous faisait plisser la bouche à 7 heures du matin. La cuillère à pamplemousse dentelée avec son bout pointu se transmettait comme l'argenterie. L'acide du fruit ralentissait la digestion et les fibres remplissaient l'estomac avant l'arrivée des œufs. Des études modernes ont confirmé que manger un demi-pamplemousse avant les repas est associé à une perte de poids mesurable. Elle n'avait pas besoin de l'étude, elle avait la cuillère. La science l'a rattrapée 60 ans plus tard. Le fromage cottage sur une feuille de laitue. Le déjeuner universel des dames. Une cuillerée de fromage cottage sur un morceau de laitue iceberg. Peut-être une moitié de pêche au sirop à côté. C'était le repas. Le fromage cottage Breakstones, Bordens, 15 cents la pinte. Une commande au comptoir chez Woolworths. Le cahier blanc et frais sur la feuille pâle et croquante. Quelques craquelins en accompagnement. Peut-être un verre de babeur. Total des calories, 220. Coût total, 30 cents. Les magazines imprimaient cette combinaison si souvent qu'elle est devenue l'image par défaut d'une femme faisant attention à sa ligne. McCall's, Ladies' Home Journal, Good Housekeeping, faire attention à sa ligne. C'était l'expression. Pas faire un régime, pas se restreindre, faire attention. Cela impliquait de la vigilance, pas de la souffrance. Elle faisait attention à ce qu'elle mangeait,
Mais ce qui comptait tout autant, c'était le peu de viande qu'elle pouvait se permettre de mettre dans l'assiette. La viande était l'accompagnement, pas la pièce maîtresse. Une portion de viande dans un foyer des années 1950 était de 3 à 4 onces. Le reste de l'assiette était composé de pommes de terre, de légumes et de pain. Les protéines étaient l'article le plus cher sur la table. Le rôti de paleron coûtait 33 cents la livre. Le beefsteak d'Aloyau coûtait 1,09 $. Un luxe, pas un mardi ordinaire. Le revenu familial moyen était de 3 700 $ en 1951. Les familles consacraient 22% de leurs revenus à l'alimentation. La viande était étirée. Le pain de viande était composé à un tiers de chapelure et d'avoine. Les ragoûts utilisaient une boîte de thon pour nourrir 5 personnes. Le ragoût répartissait une seule livre de paleron dans 6 bols. Elle ne mangeait pas de petites portions de protéines parce qu'un livre de régime le lui disait. Elle mangeait de petites portions parce que le budget le lui disait. La rareté a enseigné une discipline que l'abondance n'a jamais su remplacer. 10 règles plus tard, et aucune d'entre elles ne venait d'un nutritionniste, aucune d'un médecin, aucune d'une publicité de magazine. Elles provenaient de l'économie d'un foyer où l'argent était limité, les portions étaient réelles, et la femme au centre de tout cela devait faire en sorte que chaque dollar compte. Ce n'étaient pas des secrets de beauté, c'étaient des stratégies de survie. Et il se trouve qu'elles ont produit la génération de femmes américaines la plus mince du XXe siècle. Le taux d'obésité en Amérique était d'environ 13% en 1960. Aujourd'hui, il dépasse les 40%. Le petit réfrigérateur. Le réfrigérateur moyen en 1955 faisait 8 à 9 pieds cubes. Aujourd'hui, il en fait 25. Elle ne pouvait pas stocker de nourriture, car elle n'avait nulle part où la mettre. Le General Electric à compresseur supérieur, le frigidaire avec la poignée en chrome, 250 à 400 $, un achat ménager majeur. L'intérieur était assez petit pour qu'elle puisse tout voir d'un coup d'œil. Pas de restes oubliés, pas de contenants mystères enfouis au fond. Elle faisait les courses 2 ou 3 fois par semaine pour ce dont elle avait besoin. Rien ne restait assez longtemps pour se gâter. Rien ne s'accumulait. Le petit réfrigérateur imposait la fraîcheur de la même manière que la petite assiette imposait la taille des portions. Moins d'espace signifiait moins de gaspillage, moins de tentation et moins de tout, sauf de ce qui comptait, ce qu'elle cuisinait ce soir-là. Et ce qui entrait dans ce petit réfrigérateur changeait avec les mois, non pas parce qu'elle choisissait la variété, mais parce que l'épicerie ne lui laissait pas d'autre choix. L'alimentation de saison. Elle mangeait ce qui était disponible. Des fraises en juin, du maïs en août, des pommes en octobre. C'était tout. Pas de tomates de serre en janvier. Pas de myrtilles du Chili en février. Le rayon des fruits et légumes au ANP était petit et tournait avec le calendrier. Les pommes coûtaient en moyenne 9 cents la livre en saison. Hors saison, elles n'existaient tout simplement pas. Elle mettait les haricots verts en conserve en septembre. Elle préparait des pêches en juillet. Elle faisait de la compote de pommes à l'automne. Son corps traversait l'année en mangeant ce que la terre produisait quand elle le produisait. Elle n'avait pas besoin d'un nutritionniste pour expliquer les avantages de manger de saison. Le calendrier était le nutritionniste. Une seule portion. La cuillère de service faisait un seul tour. Le dîner était servi depuis la cuisinière ou depuis un plat unique au centre de la table. La cuillère de service faisait un seul tour. Vous preniez ce que vous preniez. C'était votre dîner. Une tranche de pain de viande, une pomme de terre au four, quelques carottes et haricots verts, un verre de lait. Un père qui se resservait était rare. À un enfant qui en demandait plus, on disait de boire de l'eau. L'idée de remplissage illimité n'existait pas dans une cuisine privée. Elle a été inventée plus tard par les restaurants pour vous donner l'impression de faire une bonne affaire. Assez était un mot avec une définition claire. Cela signifiait que l'assiette était vide et que l'estomac était silencieux. Rien de plus. Pensez à ce qui s'est passé dans les dernières règles. Le réfrigérateur était petit, donc elle ne pouvait pas accumuler. Les saisons dictaient le menu, donc elle ne pouvait pas tout manger tout le temps. La cuillère de service faisait un seul tour, donc elle ne pouvait pas se resservir. 3 contraintes distinctes, 3 mécanismes différents, arrivant tous à la même destination. Une femme qui mangeait ce dont elle avait besoin, et rien de plus. Comparez cela à ce soir.
Le réfrigérateur à la taille d'un placard. Les fraises sont disponibles en décembre. Les portions dans une chaîne de restaurants dépassent ce que toute sa famille mangeait en un seul repas. Chaque contrainte a été supprimée, chaque limite effacée. Et puis la même culture qui a démoli les limites regarde une femme qui mange trop et appelle cela un échec personnel. Ce n'a jamais été personnel, c'était architectural. L'architecture a changé. La biologie, non. L'industrie alimentaire a passé la seconde moitié du XXe siècle à concevoir un environnement dans lequel la volonté humaine ne pouvait absolument pas gagner. Ils ont rendu la nourriture moins chère. Ils ont rendu les portions plus grandes. Ils ont rendu le sucre invisible. Ils ont rendu le gras omniprésent. Ils ont fait de l'alimentation une activité de 24 heures sans lieu fixe et sans heure fixe. Ils ont supprimé tous les garde-fous qui avaient jamais existé et ont ensuite construit une industrie des régimes de 400 milliards de dollars pour revendre les garde-fous au prix fort. La cruauté de la chose est époustouflante quand on la voit clairement. D'abord, ils cassent le système, puis ils vous vendent la réparation. Elle n'avait pas besoin d'acheter les garde-fous. Elle est née à l'intérieur. Les murs de sa cuisine, les limites de son budget, les attentes de ses voisins, le rythme des saisons, la taille de l'assiette, l'heure sur l'horloge. Ce n'étaient pas des restrictions qu'elle détestait. C'étaient des conditions qu'elle n'a jamais pensé à remettre en question. Et à l'intérieur de ces conditions, elle a maintenu un poids que l'establishment médical moderne dépense aujourd'hui des milliards pour aider les femmes à atteindre avec des produits pharmaceutiques, des injections, des substituts de repas et des applications de comptage de calories qui n'avaient pas besoin d'exister lorsque le monde lui-même faisait le comptage. Les règles restantes sont plus petites, plus discrètes, mais non moins puissantes. Et quand l'assiette était vide, ce qui venait ensuite était assez petit pour tenir dans la paume de votre main. Le dessert était une fine tranche, pas un gros morceau. Le dessert n'était pas un plat, c'était un point de ponctuation. Une fine part de tarte, un seul biscuit, une demi-coupe de poire au sirop. Et il était mérité. Une tarte de 9 pouces coupée en 8 parts. Pas 6, pas 4, 8. Chaque part aussi étroite que la main d'un homme. Une cuillère à soupe de crème fouettée à la main à partir de vraie crème. Un biscuit au sucre de la taille d'une pièce d'1 $ en argent. Un petit pot de crème glacée Dixie à 5 cents. Le dessert terminait le repas. Il n'y avait rien après. Pas de deuxième portion. Pas de bol de crème glacée à 22 heures en regardant la télévision. La douceur était assez rare pour signifier quelque chose. C'était là son pouvoir. Mais les calories qu'elle mangeait au souper ne représentaient que la moitié de l'équation. L'autre moitié était brûlée avant même qu'elle ne s'assoie. L'entraînement des tâches ménagères. Le travail physique nécessaire pour tenir une maison, en 1955, brûlait plus de calories qu'une séance de sport moderne. Elle ne faisait pas d'exercice, elle travaillait. Essorer le linge mouillé dans une essoreuse à manivelle et l'étendre sur la corde. Battre les tapis avec une tapette en fil de fer dans l'arrière-cour. Frotter le sol de la cuisine à 4 pattes avec une brosse en poil de sanglier. Pétrir la pâte à pain pendant 10 minutes. Porter un panier de draps mouillés dans les escaliers de la cave. Repasser pendant 2 heures avec un fer à vapeur de 7 livres. Une femme au foyer des années 1950 brûlait entre 1500 et 2500 calories par jour rien qu'en travail physique. L'équivalent moderne avec un lave-vaisselle, un sèche-linge et un aspirateur robot est inférieur à 800. Elle n'a jamais appelé cela une séance d'entraînement. Elle appelait cela un lundi. À mi-chemin de cette liste, quelque chose devient clair. Ces règles ne demandaient pas à une femme de manger moins. Elles construisaient un monde dans lequel manger moins était le résultat naturel. Une petite assiette, un petit réfrigérateur, un petit Coca-Cola, une seule portion, un corps en mouvement de l'aube au crépuscule. Le système était le régime. L'architecture était la discipline. Aujourd'hui, la catégorie de médicaments sur ordonnance, qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique, est conçue pour supprimer l'appétit. Il y a 70 ans, l'architecture de la vie quotidienne le faisait gratuitement. Ce qui l'a remplacé n'était pas le progrès. Ce qui l'a remplacé, c'est un environnement conçu et élaboré pour faire en sorte qu'un être humain consomme plus que ce dont il a besoin,
puis pour lui vendre la solution. Les bonnes manières à table étaient le contrôle des portions. Elle mâchait la bouche fermée. Elle posait sa fourchette entre les bouchées. Elle ne parlait pas la bouche pleine. Elle ne mangeait pas vite. Une serviette en lin sur les genoux. La fourchette posée en travers de l'assiette entre les bouchées. Les coudes hors de la table. Les enfants corrigeaient au milieu du repas. Un dîner en famille durait 20 à 30 minutes. Assez longtemps pour que l'estomac signale la satiété avant que l'assiette ne soit vide. L'Américain moderne mange un repas en 11 minutes. Le cerveau a besoin de 20 minutes pour enregistrer la satiété. Elle mangeait lentement parce que sa mère ne permettait pas qu'il en soit autrement. Les bonnes manières n'étaient pas de la vanité. Les bonnes manières étaient le rythme qui gardait le corps honnête. Et si quelque chose n'allait pas, elle s'en rendait compte le lendemain matin, avant que cela n'ait le temps de devenir un problème. La pesée du matin. Elle montait sur le pèse-personne de la salle de bain tous les matins avant le petit déjeuner. Elle n'attendait pas un bilan de santé annuel. Elle ne devinait pas, elle savait. Le pèse-personne détecto avec le cadran rond, le healthometer avec le poids coulissant, 3 $, 95 $ à la quincaillerie. Le carrelage en porcelaine froide sous les pieds, l'aiguille qui se stabilise. Un gain de 2 livres remarqué le mercredi et corrigé le vendredi. Pas de régime draconien, pas de programme, juste une portion plus petite au souper pendant 2 soirs. La boucle de rétroaction était quotidienne. La correction était immédiate. Elle ne laissait jamais 5 livres devenir 10 parce qu'elle ne laissait jamais 2 livres devenir 5. La balance n'était pas l'ennemi, c'était le système d'alerte précoce. Elle la vérifiait comme elle vérifiait la météo. Chaque matin sans drame, elle corrigeait le tir avec bon sens, et parfois avec un remède si ancien que personne ne se souvenait de qui l'avait commencé. Le vinaigre de cidre de pomme avant les repas. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un verre d'eau tiède sirotée avant le dîner. Les grands-mères appelaient cela un tonique. La science l'appelle aujourd'hui un régulateur de glycémie. Le vinaigre de cidre de pomme Heinz, 23 cents la bouteille. L'odeur aigre qui frappait le fond de la gorge. La légère grimace et le verre d'eau pour faire passer. Des études modernes confirment que le vinaigre avant les repas réduit le pic de glycémie et augmente la sensation de satiété. Elle ne connaissait pas le mécanisme, elle savait que ça marchait. Sa mère l'avait fait, la mère de sa mère l'avait fait. L'année dernière, le vinaigre de cidre de pomme est devenu viral sur les réseaux sociaux, comme si quelqu'un venait de l'inventer. Des millions de jeunes femmes se sont filmées en train de le boire dans des bocaux en verre. Elles n'avaient aucune idée que leur grand-mère faisait cela il y a 70 ans. L'article de recherche qui lui a donné raison a été publié en 2004. Elle était partie depuis 12 ans à ce moment-là. Elle ne craignait pas non plus le gras, elle craignait le gaspillage. Et cette relation avec le gras la gardait plus mince que n'importe quelle étiquette allégée ne pourrait jamais le faire. Du vrai beurre et du saindoux, mais en quantité infime. Elle cuisinait avec du beurre et du saindoux, du vrai gras, du gras animal. Elle utilisait une cuillère à soupe là où la recette moderne demande un quart de tasse. Le beurre coûtait environ 73 cents la livre dans les années 1950. C'est plus de 8 $ en monnaie d'aujourd'hui. Le saindoux était fondu à la maison à partir de la graisse de porc que le boucher mettait de côté. Une noix de beurre de la taille d'un ongle fondue dans la poêle. Une cuillère à soupe de saindoux faisait frire des pommes de terre pour une famille de 5 personnes. Le gras était cher, donc on ne le gaspillait pas. Elle mangeait du vrai gras et restait mince parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'en manger beaucoup. La révolution du faible en gras a remplacé le beurre par de la margarine bon marché et de l'huile végétale, et elle a supprimé la barrière du coût. Le gras est devenu bon marché, et le gras bon marché s'est retrouvé partout. Elle utilisait de vrais ingrédients dans des quantités honnêtes. L'industrie alimentaire a utilisé de faux ingrédients en quantités illimitées, et elle a rempli le reste de l'assiette avec quelque chose qui ne pesait presque rien et coûtait encore moins cher. De la gélatine dans tout, la gélatine non aromatisée, Knox et le Jello apparaissaient à chaque repas, en salade, en dessert, en plat principal. La gélatine était l'aliment de régime invisible de l'Amérique du milieu du siècle. La gélatine Knox dans la boîte rouge, 10 cents le sachet. Le Jello à 11 cents.
Le moule de Jell-O au citron vert avec des carottes râpées et du céleri en suspension à l'intérieur. L'aspic de tomate lors des soupers d'église. La gélatine au citron avec des moitiés de poire au sirop pour le dessert. La gélatine est une protéine pure avec presque aucune calorie. Elle remplit l'estomac. Elle garde sa forme. Elle ne coûte presque rien. Elle en servait 3 fois par semaine et personne ne posait de questions car tout le monde faisait la même chose. Toute une génération de femmes américaines est restée mince grâce au moule en gélatine et n'a jamais appelé cela un supplément protéiné. Il y a autre chose qui traverse ces règles et dont personne ne parle. Presque chacune d'entre elles exigeait qu'elle soit présente, à la cuisinière, à la table, sur la balance. Elle ne pouvait pas manger inconsciemment, car tout ce qui concernait sa nourriture exigeait de la conscience. Le pamplemousse devait être coupé, le vinaigre devait être versé, le dîner devait être cuisiné, l'assiette devait être servie. Chaque acte de manger était précédé d'un acte de préparation, et la préparation est le contraire de l'impulsion. L'environnement alimentaire moderne a été construit pour éliminer entièrement la préparation. Ce n'est pas une commodité, c'est un piège. Le sucre était mesuré à partir d'une boîte, pas caché dans un emballage. Elle contrôlait exactement la quantité de sucre qui entrait dans chaque repas, parce que c'était elle qui le mettait là, avec une cuillère à mesurer depuis la boîte Domino sur le comptoir. Le sucre coûtait 43 cents pour 5 livres en 1952. La boîte Domino était versée dans une boîte en céramique avec un couvercle en fer blanc. 2 cuillères à café dans la croûte de la tarte. 1 cuillère à café sur les flocons d'avoine. 1/4 de tasse dans le gâteau du dimanche. Elle connaissait chaque grain qui y entrait parce qu'elle mesurait chaque grain elle-même. L'Américain moderne consomme en moyenne 77 grammes de sucre ajouté par jour. Une grande partie est invisible, intégrée dans le pain, la sauce à spaghetti, la vinaigrette, le yaourt et le beurre de cacahuète. Elle en consommait une fraction, non pas parce qu'elle évitait le sucre, mais parce qu'il ne pouvait pas se cacher d'elle. Elle n'était pas anti-sucre, elle en était la gardienne. Et quand la gardienne a été remplacée par une usine, personne ne surveillait la porte. Elle contrôlait ce qui entrait dans la nourriture. Elle contrôlait aussi où elle la mangeait. Pas de repas dans la voiture, pas de repas sur le canapé. La nourriture était mangée à table, assise, avec des couverts. Il n'y avait pas d'autre option et pas d'autre endroit. Un plateau repas Swanson coûtait 75 cents en 1957. Même alors, il était mangé sur la table pliante devant la télévision, assise bien droite avec une fourchette. Il n'y avait pas de guichet de service au volant au restaurant local. McDonald's n'avait pas de place assise à l'intérieur avant la fin des années 1960. On ne mangeait pas dans la voiture parce qu'il n'y avait rien à manger dans une voiture. On ne mangeait pas sur le canapé parce que sa mère ne le permettait pas. La nourriture avait une place, et cette place était la table. Quand vous retiriez la nourriture de la table, vous retiriez la conscience qui l'entourait. Elle ne pratiquait pas l'alimentation en pleine conscience. Elle n'avait tout simplement nulle part ailleurs où manger. Et le premier repas de la journée ne faisait pas exception. Ce n'était pas un événement, c'était un départ. Le petit déjeuner était petit et fonctionnel. Le petit déjeuner n'était pas un festin, c'était du carburant. Des toasts et du café, des flocons d'avoine, un œuf à la coque, un demi-pamplemousse et un morceau de pain grillé sec, terminé en 10 minutes. 2 tranches de pain grillé du grille-pain sur le comptoir. Une noix de beurre. Une tasse de café noir du percolateur. Peut-être un œuf à la coque dans un coquetier en porcelaine avec un quart de cuillère à café de sel. Total des calories, 250. Temps total, 8 minutes. Elle donnait aux enfants des cornflakes de Kellogg's à 18 cents la boîte et un verre de lait et les envoyait à l'école. Le petit déjeuner n'était pas un divertissement. Le petit déjeuner était un départ. Le premier repas de la journée préparait le corps au travail, pas à s'asseoir. Elle mangeait pour commencer la journée. La journée ne commençait pas par manger, et cette même efficacité se poursuivait tout au long du reste de la semaine. 6 soirs étaient modestes. Un seul valait la peine de sortir la belle porcelaine. Le dimanche était le festin. Tous les autres soirs étaient modestes. 6 dîners par semaine étaient simples. Rôti de paleron, soupe, ragoût, reste. Le 7e était l'événement.
poulet rôti, purée de pommes de terre, sauce au jus de viande, tarte, invité. Le rôti du lundi devenait le hachis du mardi. Le hachis du mardi devenait la soupe du mercredi. Gratin de thon le jeudi avec une boîte de crème de champignons Campbell's à 10 cents. Œufs au plat et pain grillé le vendredi. Le samedi, c'était les restes vidés de la glacière avant les courses du dimanche. Puis le dimanche, la nappe blanche, la belle porcelaine, la volaille rôtie, la tarte refroidissant sur le rebord de la fenêtre. Un grand repas sur 7. C'était le ratio. Aujourd'hui, l'attente est que chaque repas devrait ressembler à un dimanche. Le festin signifiait quelque chose parce qu'il était rare. L'abondance n'a aucun pouvoir lorsqu'elle est la norme. Mais chacun de ces repas, du dimanche ou du mercredi, avait une chose en commun. La même femme le préparait à partir de rien de ses propres mains. Elle cuisinait chaque repas de A à Z. Chaque petit déjeuner, chaque dîner, préparé à la main à partir d'ingrédients bruts dans sa propre cuisine. Il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas de raccourci. Il n'y avait pas de téléphone pour commander une livraison. Elle se tenait devant cette cuisinière 3 fois par jour et elle cuisinait. La boîte à farine, la poêle en fonte, le potager à l'arrière. Les oignons coupés en dés à la main, les pommes de terre épluchées avec un couteau d'office, le poulet acheté entier et découpé sur le plan de travail, la pâte à tarte étalée sur une planche farinée. Elle connaissait chaque ingrédient de chaque plat parce qu'elle l'y avait mis de ses propres mains. Il n'y avait pas de liste d'ingrédients à lire, car il n'y avait pas d'emballage. Aucun conservateur qu'elle ne pouvait pas prononcer, aucun sucre caché, aucun stabilisant, aucun émulsifiant, juste de la farine, du sel, du beurre, des œufs, de la viande, des légumes, de l'eau et du temps. C'est la règle qui a rendu les 24 autres possibles. La petite assiette avait de l'importance parce qu'elle la remplissait elle-même. Les 3 repas comptaient parce qu'elle préparait chacun d'eux. Le sucre était mesuré parce qu'elle tenait la cuillère. Enlevez cette seule règle. Remplacez-la par une boîte, un sachet ou un guichet de drive, et toutes les autres règles de cette liste s'effondrent. Elle ne suivait pas de régime, elle tenait une cuisine. Et la cuisine la gardait intègre chaque jour de sa vie. L'Américaine moyenne passe aujourd'hui 12 minutes par jour à préparer les repas. Sa grand-mère y passait 3 heures. Mais ce n'est pas le temps qui compte le plus. C'est le fait que les mains d'une femme touchaient autrefois chaque chose que sa famille mangeait. Cette connexion entre la main, l'assiette et le corps était le régime que personne n'a jamais eu besoin de nommer. 25 règles. Aucune d'entre elles ne nécessitait d'application, d'abonnement, de complément alimentaire ou d'autorisation médicale. Quelque part en ce moment même, une femme se tient devant une cuisinière. La farine est sur le plan de travail, la poêle est chaude. Et pendant 20 minutes, tandis que les oignons fondent et que la cuisine s'emplit de l'odeur de quelque chose d'authentique, elle suit chaque règle de cette liste sans en connaître une seule de nom. Si cette histoire a changé votre façon de voir les habitudes simples du passé, merci de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous mettons au jour l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons les graines d'un avenir plus sain. Le prochain trésor de sagesse sera bientôt dévoilé.